Dans le cadre de l'émission de la radio web de l'Université du Temps Libre, nous retrouvons aujourd'hui encore Françoise Pauly qui va nous parler du livre Anna de Michel Tajan. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Bon, parlez-nous un peu de l'auteur de ce livre. Ah, Michel Tajan, c'est une romancière qui vit dans notre région. Elle a vécu aussi à Paris, mais maintenant elle vit dans notre région. Elle vit un peu à Tarbes, un peu, si j'ai bien compris, elle a aussi une maison À Lannemezan. dans la campagne, du côté de Lannemezan. Et c'est une romancière extrêmement attachante, que personnellement j'ai découverte à l'occasion de la présentation de ce roman, Anna ou l'oubli, mais dont j'ai suivi ensuite les autres publications, que je peux signaler tout de suite. Il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Dérapage, qui est varié, un peu surprenant, que j'ai bien aimé. Et puis il y a un autre roman qui s'appelle La chute de la maison Lacaze. Je crois que celui-là est sa dernière publication. Et je peux ajouter qu'elle a été la marraine de notre dernier salon du livre en décembre. Voilà. Bon, alors parlez-nous d'Anna ou l'oubli. Ça a été un véritable coup de cœur, ce roman, et ça reste un véritable coup de cœur, et je pense que tous les gens qui l'ont lu l'ont aimé. Je sais que je l'ai offert, moi, quelquefois, que vraiment, il a été apprécié. Et déjà, c'est un roman dont la couverture nous interpelle. On a un paysage rude, un paysage de montagne un peu désolé, une femme qui chemine, elle est chargée de bagages, un peu informe, et elle porte sur son dos un très jeune enfant. Et cette photo, elle donne l'impression qu'elle résume toute la misère du monde. Elle évoque toutes ces images semblables que nous connaissons et qui se répètent au fil du temps. L'image de tous les proscrits, les exilés, les rescapés des guerres et des génocides d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, on se dit, ça va nous raconter peut-être une histoire comme ça. Oui. Le titre, moi, m'avait intrigué. Enfin, l'écriture du titre, Anna, on le découvre à la fin. Voilà, voilà. Ce deuxième N qui est inversé. Et évidemment, la romancière a su ménager le mystère, parce qu'il y a du mystère, jusqu'à la fin de son roman. Mais je crois que quand on se plonge dans l'histoire, on a beaucoup de mal à la lâcher. C'est un roman puzzle, un roman mosaïque, un très beau roman. L'écriture est forte, tantôt très percutante, tantôt plus subtile, plus sinueuse. Et je dirais que c'est un roman à 3 voix. 3 voix de 3 femmes. Elles se racontent, elles se répondent au fil des pages qui déroulent leur vie, leur destin, et des destins dans lesquels il ne manque ni le non-dit, ni le secret, ni le mystère. Ce sont 3 histoires individuelles, mais qui se rencontrent, et qui ont pour arrière-plan l'histoire avec un grand H. Ces 3 femmes, elles ont un lien entre elles. C'est Charlotte, qui est la fille de France, elle-même fille d'Anna. Et c'est dans cet ordre que Michel Tajan les fait vivre. La plus jeune d'abord, Charlotte, puis France, la mère de Charlotte, puis Anna, la mère de France. Et ça a de l'importance, cette façon de nous présenter les choses, parce qu'une chronologie classique aurait certainement commencé par l'histoire d'Anna. Mais ça se passe autrement dans ce roman. Et oui, parce que je pense que ça amène le suspense, entièrement. Oui. C'est vrai qu'on ne découvre la vérité qu'à la fin. Voilà, voilà. Quelle est véritablement l'histoire d'Anna? Et on a affaire à sa fille et sa petite-fille, et on peut dire que sa petite-fille, dès le début, s'interroge sur l'histoire de sa grand-mère. Elle a un lien étroit avec elle, elle est très attachée, et Anna est très attachée à Charlotte. Et Charlotte se pose des questions. Mais quand elle interroge sa mère, elle n'a pas de réponse. Parce que France vit les choses autrement. Ce n'est que vers la fin de la vie d'Anna
qu'elle va se rapprocher de sa mère. Jusque-là, comment dire, France s'est installée dans une espèce de confort bourgeois. Elle a un peu rejeté ses origines. Il lui arrive parfois d'avoir honte de sa mère, qui a son franc-parler, et donc elle n'est pas capable de répondre aux interrogations de Charlotte, qui elle pourtant s'interroge sur le passé de cette étrange grand-mère. Mais bon, France non. France elle a mal vécu, elle a mal évolué, je dirais. Parce que entre comment dire, la jeune femme qui avait des ambitions, qui a vécu dans la tourmente de mai 68, avec des rêves, des espoirs, et puis finalement, elle s'est enfermée, elle a épousé un camarade d'université qui est médecin à Tarbes, qui est un peu le médecin des pauvres, un médecin communiste. Et par opposition, elle est installée dans un confort bourgeois dont elle ne veut pas se départir, semble-t-il. Oui, elle est devenue la femme de médecin, voilà. En essayant d'en acquérir tous les codes et de ne pas faire de faux pas dans ce milieu. Et apparemment, elle s'en accommode très bien. Oui. Et alors qu'on a le sentiment que dans sa jeunesse, elle voyait les choses autrement. Comme quoi la vie a fait d'elle quelqu'un qu'elle n'était peut-être pas au départ. Et on s'interroge beaucoup sur... parce que je crois que ça peut être l'histoire de beaucoup de femmes finalement, qui se sont contentées, parce qu'elles y trouvaient un certain confort, d'être la femme d'eux, comme vous disiez. Et Charlotte ne voit pas du tout les choses comme ça. Parce que Charlotte, elle n'est pas très satisfaite de sa vie. Charlotte est partie à Paris pour suivre son mari Antoine, comédien. Mais Charlotte est depuis toujours mal dans sa peau. Elle s'interroge sur ses origines, sur sa vie. Et elle écrit des romans de gare. Elle a un certain succès en écrivant des romans de gare. Mais elle n'est pas dupe de ce genre auquel elle ne donne pas vraiment son assentiment. Et elle a surtout la nostalgie de sa complicité avec Anna. Et elle est insatisfaite. Ce qu'elle écrit ne correspond pas à ce qu'elle cherche. Et c'est un personnage un peu triste, Charlotte. On a de la compassion pour elle, je trouve. Parce que, par exemple, si on prend ici, page 43, voilà comment elle juge son travail d'écriture. Depuis plusieurs mois, elle n'a presque rien écrit, du moins rien de ce qu'on attend d'elle. Et pour tout dire, elle en a marre, Charlotte Madec, des aventures sentimentales teintées de fantastique, saupoudrées du zeste de mystère et du giste d'érotisme qui ont assuré son succès. Ces personnages qui sautent dans un avion comme elle prend le métro, qui se croisent d'un continent à l'autre, se perdent et se retrouvent dans des hôtels internationaux, parfois au-delà de la mort. Oui, elle n'hésite pas à flirter avec le surnaturel. Tout cela a fini par lui donner la nausée, et elle aimerait bien les planter là, une fois pour toutes. Se débarrasser de ces créatures sans consistance, qui continuent de parasiter sa pensée, cependant qu'elle peine à saisir l'ombre d'Anna, cheminant à ses côtés, tantôt dans la lumière, tantôt disparaissant dans une opacité impénétrable. Parfois, alors qu'elle s'efforce d'y voir clair, dans les dédales embrouillés de son existence personnelle, elle surgit à l'improviste, et elle la sent si proche qu'on pourrait croire à une hallucination. Anna, posant sur ses genoux le volume qu'elle est en train de lire, pour se perdre dans une longue rêverie. Un jour, à propos de ses lectures, elle avait dit que les livres qu'elle préférait, c'étaient ceux dans lesquels il n'y avait pas de mots inutiles. Sur le moment, Charlotte n'y avait pas prêté attention, ou n'avait pas vraiment compris. Aujourd'hui, elle sait qu'elle n'aurait jamais fait lire les siens à sa grand-mère. Tous ces mots inutiles. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, même si elle rencontre certains succès avec ses romans de gare, elle n'en est pas pleinement satisfaite. Voilà. Oui, puis elle va prendre sa vie en main. Elle se sépare de son compagnon quand elle sent que... Elle va faire ce que sa mère n'a pas fait.
Elle va rompre les liens, elle va, pour essayer de trouver sa véritable personnalité, sa véritable voix, sa véritable vie. Ce que sa mère n'a pas fait. Voilà. Alors, c'est un peu désordonné, hein, la façon dont je présente, mais on commence par Charlotte, donc, sauf un prologue, quand même, on y reviendra sur le prologue. Et alors, le personnage d'Anna, pour Charlotte, est le personnage central de sa vie, beaucoup plus que sa mère. Et elle s'interroge sur Anna. Voilà, par exemple, elle la questionne quelquefois, mais sa grand-mère ne lui répond pas. Voilà, par exemple, hein, ce qu'elle dit. Le passé, ça n'intéressait pas Anna. Elle disait toujours qu'il fallait regarder devant soi, sans se retourner. Mais ces silences avaient jeté sur le monde un voile de sourdes menaces qui en assombrissait les couleurs. Ce qu'elle avait laissé derrière elle, Charlotte n'en avait aucune idée. Ce devait être bien lourd et bien encombrant pour avoir été enfoui de la sorte. Et aujourd'hui encore, il lui semblait continuer à trimballer cet héritage obscur, transmis sans inventaire, comme un poids dans la poitrine, qui l'empêcherait parfois de respirer à plein poumon. Alors, elle va choisir effectivement son destin. Elle va se séparer d'Antoine. Déjà, c'est une première, puis elle va renoncer au roman de gare. Et lorsqu'elle entend la suggestion d'une amie qui lui conseille de refaire sa vie, elle trouve ce terme très déplacé, elle le trouve même assez stupide. Trouve qu'on ne refait pas sa vie, et il y a une belle page dans laquelle elle se réfère à la sagesse d'Anna. Alors, c'est ici, page 67. Toute la documentation que Charlotte a pu rassembler sur la vie d'Anna tient dans une boîte en carton et dans la grande enveloppe de papier Kraft que France lui a confiée des années auparavant en lui disant avec un haussement d'épaule « Tu sais, ça ne t'apprendra rien de plus que ce que j'ai pu te raconter. » Elles sont toujours là, rangées sur une étagère de son bureau. Le contenu de l'enveloppe se limite à quelques papiers officiels qui, en effet, ne lui apprennent pas grand-chose. Un livret de famille un peu écorné, un certificat de mariage au papier jauni et à l'encre violette, presque effacé, le certificat de décès de grand-père Étienne et un procès-verbal de résiliation de bail daté de 1949. Le nom qui est porté sur le certificat de mariage en 1923, avant qu'Anna ne prenne celui de Leroux et Shostak. Ses parents s'appellent Nikolai et Irina Shostak. Cette Irina, dont a parlé France sans savoir apparemment qu'il s'agissait de sa grand-mère. Quant à la boîte, elle ne recèle qu'un tas de vieux papiers dont on se demande pourquoi ils n'ont pas été jetés. Ils n'ont pas d'intérêt et la plupart sont illisibles. Donc, voilà. Et elle n'en sait pas plus. Elle n'en sait pas plus. Mais peu à peu, et là aussi je ne veux pas déflorer, je parlerai peu de la dernière partie du roman, parce qu'il faut laisser au lecteur tout l'attrait de la découverte, lorsque peu à peu on va entrer dans ce qu'est véritablement le passé d'Anna. Alors le deuxième personnage, c'est France, qui a donc vécu sa jeunesse à Paris. Elle a rencontré des étudiants, lors en particulier de la manifestation, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est Charlotte qui a vécu mai 68. Le 11 novembre 1940 à Paris, cette manifestation interdite. Et après une brève liaison avec Rémy, elle a choisi Yves, qui est donc devenu médecin à l'Hôtel-Dieu à Paris, puis à Lannemezan, puis à Tarbes. Et bien des années plus tard, devenue veuve, elle a quand même la nostalgie de sa jeunesse parisienne. Mais bon, comme vous disiez tout à l'heure, elle s'est accommodée d'être la femme d'eux. Elle a eu 3 enfants. On parlera un peu des autres, mais pas beaucoup. C'est surtout sur Charlotte, qui est l'aînée, qui est née pendant la guerre. Et les liens avec Anna Étienne, son mari, sont restés forts. À l'agonie d'Étienne,
il y a une scène assez bouleversante entre France et son père. Et c'est là qu'on voit que France est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît au départ. Bon, elle s'est installée dans ce confort bourgeois, elle s'est accommodée d'être la femme d'eux, elle n'est pas totalement insensible, elle n'est pas totalement indifférente, et en particulier au moment de l'agonie d'Étienne, le mari d'Anna, Oui, il y a une scène très touchante. le mari qu'elle n'avait pas entièrement choisi, hein, Non, mais avec qui elle a vécu voilà. d'une manière harmonieuse toute sa vie. Parce que Anna, c'est de ces personnages qui font face et qui assument ce que le destin leur apporte. C'est un personnage très complexe, mais extrêmement positif. C'est un magnifique personnage, hein, Anna, vraiment. Quand on arrive à la dernière partie, on est complètement subjugué par ce personnage. Parce qu'en plus, je pense, d'après ce que nous avait dit Michel Tajan quand elle avait présenté son roman, elle s'est quand même inspirée de personnages réels, de gens qu'elle a connus, hein, de choses tout à fait réelles. Et ça, c'est important. Alors voilà par exemple cette scène que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement bouleversante. Lorsqu'Étienne sortit de son assoupissement, il chercha la main de sa fille, s'y agrippa, et prononça avec une force inattendue, concentrée tout entière dans la volonté de se faire bien comprendre: « Il faut que tu prennes soin de ta mère. Promets-le-moi. Et encore, tu dois l'aimer. Promets. Il faut aimer Anna. » Elle promit. Alors seulement il relâcha sa main. « C'est bien, dit-il. » Ce sont les derniers mots de son père dont France se souviendrait par la suite quand elle repenserait à ce moment, qu'elle devait aimer sa mère, comme si l'amour se commandait. Son père, oui, elle l'aimait. Elle n'avait pas besoin de se forcer pour ça. Tandis que sa mère, elle aurait tant voulu pourtant. Mais Anna avait toujours été si lointaine, un roc inaccessible, sans la moindre fissure de sointe la tendresse. Parfois, lorsqu'elle était enfant, elle sentait son regard peser sur elle avec insistance, comme si elle ne la reconnaissait pas, comme s'il y avait inscrit sur son visage quelque chose d'indéchiffrable qui lui faisait peur. L'idée la traversa, à peine une idée, une fulgurance aussitôt étouffée, qui lui arrivait aussi de scruter le visage de Charlotte, avec la même acuité inquisitrice. Puis Anna lui disait « va jouer », ou d'un geste de la main lui faisait signe de s'éloigner. Un jour, dans ce même appartement, elle les avait entendus, elle et Madame Ida, une amie d'Anna, se disputer. Sa mère pleurait. Alors Madame Ida l'avait prise dans ses bras. Elle répétait « elle n'est pour rien, la gosse, tu m'entends, Anna, pour rien, c'est pas sa faute ». Mais peut-être c'était quand même de sa faute, si sa mère pleurait. Aujourd'hui, France éprouve pour elle une compassion qui ressemble malgré tout à de l'amour. Elle voudrait la prendre dans ses bras, essuyer ses larmes, mais elle ne peut pas. Même cette peine commune, elles ne parviennent pas à la partager. C'est douloureux, hein, parce que au départ, France, c'est pas un personnage pour lequel on a beaucoup d'empathie. Hein, on se dit, elle a accepté comme ça ce confort sans... on a l'impression d'une certaine indifférence. Et là, on s'aperçoit que... Oui, cette indifférence, elle l'a toujours connue, quoi. Oui, c'est elle ça. Elle a pensé que sa mère était indifférente à elle. Il y a un rapport mère-fille qui est compliqué. On dirait que la tendresse d'Anna a sauté une génération. Parce qu'avec Charlotte, il y a une véritable complicité. Quand elle écoute jouer du piano, qu'elle lui dit joue encore, quand elle lit les livres que Charlotte lui apporte, il y a vraiment une vraie complicité entre grand-mère et petite fille. Voilà. Donc, lorsque, au décès d'Étienne, Anna va définitivement quitter Paris pour venir s'installer chez sa fille, elle ne va quand même rien changer de ses habitudes. Hein. C'est-à-dire une femme un peu rude, un peu fruste. Elle a des raisons pour ça. Hein. Quand on arrive à la fin, on comprend pourquoi. Et on se demande... Il y a cette opposition, toujours pareil, entre Charlotte et France. Charlotte qui est attachée à connaître les racines de la famille. Elle veut savoir. France, pour elle, ses racines, c'est sa maison.
Elle le dit d'ailleurs, hein, il y a une page où elle le dit. Les seules racines de sa famille, c'est sa maison. Une belle maison bourgeoise de Tarbes, voilà. Et alors on peut se poser la question, il y a un peu une réponse dans une des pages du livre, que reste-t-il d'Anna après son décès? Il y a quelques lignes, page 144, 145. C'est un livre qu'il est difficile d'aborder linéairement. Oui, linéairement. Il faut, parce que si on l'aborde linéairement, on va trop en dire aux futurs lecteurs, et voilà. Et donc c'est un peu désordonné. Voilà la fin d'Anna. Plus tard, Anna était entrée dans ce désert qui sépare la vie de la mort et qu'on appelle pudiquement une longue et douloureuse maladie. France l'avait vue s'éloigner, s'enfoncer un peu plus encore dans le silence qui avait pesé sur sa vie. Jusqu'au dernier instant, elle avait attendu les paroles qu'elle n'avait jamais prononcées. Ces mots qu'on dit aux enfants tristes pour les consoler, en les prenant sur les genoux, en les berçant dans les bras. Mais elle ne les avait pas dit. Anna s'était tue, définitivement. Sa mort délivra France de toute culpabilité, mais pas du chagrin. Une souffrance douce, sourde et lancinante, qui ne la quitta plus jamais, comme la nostalgie d'une chose qu'elle n'avait pas connue, et dont l'absence lui déchirait le cœur. À la mort d'Anna, il ne restait d'elle qu'un fauteuil râpé, apprécié des chats, la vieille Bible d'Étienne, un camée qu'il lui avait offert et dont elle avait fait cadeau à Charlotte, une antique balance et ses poids en cuivre avec lesquels les filles jouaient à la marchande. Quant à sa collection d'anciens fers à repasser, ils avaient trouvé preneur, elle était blanchisseuse, ils avaient trouvé preneur auprès d'un brocanteur qui en avait offert un bon prix. Ce qui reste d'une vie. Ce qui reste d'une vie, mais cette nostalgie d'une chose qu'elle n'avait pas connue et dont l'absence lui déchirait le cœur. Là, elle devient touchante, hein, alors que le personnage, au départ, on a un peu un rejet, je trouve. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, Anna, elle fait don du camé à Charlotte. Le lien, il est avec Charlotte. Parce que on peut imaginer que Charlotte, elle est arrivée à un moment de sa vie où elle avait suffisamment de disponibilité pour l'accueillir. Non, je pense aussi qu'il n'y a pas le lourd secret. Alors, voilà. Entre sa petite fille et sa fille. Alors, ça nous interroge parce que, évidemment, on parle beaucoup dans notre époque, et à juste raison, des liens intergénérationnels, de la psychogénéalogie. Bon, mais je crois qu'on y est en plein là-dedans. Mais que le roman de Michel Tajan n'est pas un roman théorique, n'est pas un roman technique. C'est beaucoup plus subtil. Voilà, c'est subtil. Et il est fait de personnages de chair et de sang. Voilà. Anna, c'est un personnage de chair et de sang. Et jusqu'au bout, je pense que le lecteur... il veut savoir, et il faut pas trop en dire, parce que si on arrivait à le trouver, ce serait dommage. Mais je voudrais revenir sur la première page du roman, parce qu'on y revient assez souvent. Alors même si je le fais plutôt en fin d'entretien, c'est volontairement parce que disons que ça nous donne... J'espère que ça pourra donner à de futurs lecteurs l'envie de lire le roman. Parce que moi, je sais que cette première page, elle m'a happée complètement. Et alors, en plus, elle est accompagnée d'une photographie ancienne. Les photos jouent un rôle important, hein. La photo de couverture est celle-ci. Il y avait cette photographie dans le cadre ovale accroché dans la chambre d'Anna. Une très belle femme brune, la trentaine peut-être, vêtue à la mode 1900. Une blouse brodée avec un ruchet de dentelle qui lui enserre le cou. On dirait une princesse russe. Quand on l'interrogeait, Anna disait que c'était sa mère et qu'elle était morte depuis longtemps. Si on insistait, elle haussait les épaules et détournait la conversation. Anna ne parlait jamais de sa mère, jamais de ses parents, jamais de son enfance. Du reste, on ne s'en préoccupait guère. Pour Charlotte, Anna était née vieille. Grand-mère Anna, dans son fauteuil, un chat sur les genoux, ses cheveux gris relevés en chignon, exactement comme sur cette photographie. Non, Charlotte ne se souvient pas qu'elle ait jamais parlé de la femme du portrait. Ou peut-être une fois, une allusion. Charlotte devait avoir 12 ans. Elle répétait un morceau pour la chorale du lycée.
Tu as une jolie voix, Lily, avait dit Anna. Et elle avait ajouté, ma mère aussi avait une très belle voix. Elle était chanteuse. Rien de plus. Le portrait était là, c'est tout. Il y avait belle lurette que personne n'y prêtait plus attention. Après l'enterrement, France l'avait décroché et elle avait demandé à Charlotte de le monter dans le grenier. Elle était comment ta grand-mère avait demandé Charlotte un peu plus tard, alors qu'elle préparait le repas dans la cuisine. Amélie? Non, pas la maman de grand-père, celle de mémé Anna. France était en train de passer la soupe au moulin à légumes. Elle s'est arrêtée quelques secondes, puis s'est remise à mouliner sans regarder sa fille. Aucune idée. Elle était morte avant ma naissance, je ne l'ai pas connue. Mais la photo, celle de sa chambre, elle ne t'en a jamais rien dit? Ah, la fameuse photographie. Ton grand-père m'a raconté un jour qu'elle l'avait trouvée par hasard, dans l'inventaire d'un bouquiniste, peu après leur mariage. Elle trouvait qu'elle ressemblait à sa mère, alors elle l'a gardée, elle l'a fait encadrer. Je suppose qu'elle a fini par se persuader que c'était vraiment le portrait de sa mère. Charlotte était revenue à la charge. Mémé ne t'a jamais parlé de ses parents? Je sais seulement qu'elle avait été adoptée. Je crois que ses parents adoptifs étaient déjà morts quand ils se sont mariés, grand-père Étienne et elle. En fait, je n'en sais rien. Nous n'en avons jamais parlé. C'était un sujet tabou? En tout cas, pas un sujet de conversation. Cette première page, elle nous installe vraiment au cœur de ce que va être ce roman, de tous les mystères qu'il va, enfin pas tous peut-être, mais tous les mystères qu'il va lever les uns après les autres, en raison d'une part de l'obstination de Charlotte, mais aussi du changement de comportement de France dans la deuxième partie. Oui, parce que ce qui me frappe, et ça me frappe parce que vous le lisez, c'est que cette photo, France dit, amène-la au grenier. Voilà. Voilà. Et alors Charlotte, ça la choque qu'on amène cette photo au grenier. Parce qu'elle, cette photo lui parle, mais elle voudrait qu'elle lui en dise plus. Et elle s'aperçoit que France n'a jamais interrogé vraiment sa mère. Et même après sa mort, elle dit, on va mettre ça à distance. Et il y en a une qui veut savoir, et l'autre qui n'a pas envie de savoir. Et qui n'a sans doute jamais eu envie de savoir. Donc on pourrait dire que c'est aussi un roman sur les rapports mère-fille, les rapports grand-mère-petite-fille, mais doublement les rapports mère-fille, parce qu'il y a le rapport de France à Charlotte et le rapport d'Anna à France. Et ce saut de génération qui fait que les relations sont totalement différentes. Oui, mais c'est aussi un roman qui se passe dans une période déterminée. On peut avec ce milieu d'exilés russes, ainsi de suite. On peut arriver à retrouver des moments forts de l'histoire. Il y a ce repère de la manifestation du 11 novembre 1940. Il y a des allusions aux agitations de mai 68. Et puis après, on va revenir en arrière dans le passé d'Anna vers une histoire extrêmement sombre et douloureuse, qui peut faire penser à... Il y a une scène d'arrestation, il y a une scène... voilà. Et on va peu à peu, dans la troisième partie, connaître son histoire. Mais les souvenirs qui vont émerger vont être assez diffus quand même. Parce que ce passé, d'une part, il est loin pour elle, et d'autre part, c'est quand elle dit... Il ne faut pas ruminer le passé, il faut regarder devant soi. Elle a voulu l'occulter d'une certaine façon. On comprend pourquoi. C'est un passé qui est douloureux. Et c'est peut-être de ce passé douloureux qu'elle a tiré une grande force. Parce qu'Anna est un personnage extrêmement fort. Mais ce passé, hélas, revient comme un boomerang à la fin. Ben oui, il revient. Et d'une manière... mais parce que on ne peut pas faire que le passé ne soit pas. Alors même si elle a voulu, d'une certaine manière, l'occulter, ne pas en parler, il est là. Et c'est à la fin du roman que ce passé revient. Et à la fin de la vie aussi. Et la fin du roman qui correspond à la fin de la vie d'Anna. Et c'est pour ça que c'est toute une interrogation aussi sur ce que l'histoire nous apporte. On le voit actuellement
On s'aperçoit par exemple que toute la période de la domination nazie continue à tourner en boucle. Mais il est souhaitable d'ailleurs qu'on ne l'oublie pas. Et il sort des livres et il sort des films sur cette période. Et je dis ça parce que ça sera peut-être un de mes prochains coups de cœur. Là, je suis en train de finir la lecture d'un roman qui vient de paraître, qui est fascinant, qui s'appelle Le Bureau d'éclaircissement des destins, et qui revient justement sur un aspect très méconnu de la période de l'Holocauste, et de s'apercevoir que dans les camps, ils n'avaient pas réussi à tout brûler, à tout détruire, et on savait que des déportés avaient enfoui certaines choses. Il y a des objets qui ont été retrouvés. Et il y a encore un bureau en Allemagne qui s'occupe de rechercher les descendants de gens à qui ont appartenu ces objets. C'est un roman fascinant. Et il m'a renvoyé un peu à l'histoire d'Anna. Voilà. C'est-à-dire que ce passé, il ressurgit toujours. Comme un objet qu'on a enterré, ressurgit. Comme le cadavre qu'on a caché au fond du placard, ressurgit. Parce que la vie est faite comme ça. Bon. L'histoire est particulièrement attachante, mais en tant que professeur de français, vous devez apprécier le style. Oui, j'ai beaucoup aimé le style de Michel Tajan, dont je disais au début qu'il est parfois percutant, parfois sinueux. C'est un style, comment le caractériser ? C'est à la fois très limpide, c'est un style qui reste relativement classique, mais qui est très personnel tout de même, et qui a une grande sensibilité, une grande subtilité, aussi bien dans l'évocation des événements historiques que dans la peinture des personnages, même dans le langage qu'elle leur prête. Elle a su donner à chacune de ces femmes son langage. Elle n'en fait pas trop, parce Non. que souvent, quand on est un écrivain débutant, on a tendance à multiplier les détails, les adjectifs. Non, c'est pas le cas. Oui. C'est pas le cas. Elle dit, le passage là que j'ai lu, où il est question des mots inutiles, Anna qui dit qu'il ne faut pas de mots inutiles. Chez Michel Tajan, il n'y a pas de mots inutiles. Aussi bien... Parce qu'il faut, c'est quand même une gageure que de raconter l'histoire de trois femmes, et on a l'impression que chacune a son langage. Anna a un langage assez rude par moments, un peu qui bouscule. France parle comme on doit bien parler. Charlotte est plus jeune, elle a un côté plus vif, plus prime sautier, et elle a su, et quand elle les fait parler, elle a su donner à chacune de ces femmes une voix différente. Et ça, c'est quand même un travail de style qui est le travail d'un véritable écrivain. Moi, je trouve que Michel Tajan mériterait une audience certainement plus large que celle qu'elle a. Mais nous le lui souhaitons. Oui, non, je pense qu'elle est quand même bien lue. Anna oublie, je sais qu'il est très lu, parce que tous les gens qui l'ont lu en ont parlé. Oui, et puis c'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup été offert. Voilà. Moi, je sais que je l'ai offert, puis je ne suis pas la seule. En tout cas, moi, ce que je conseillerais aux lecteurs, c'est de se laisser emporter par cette écriture à la fois sobre et forte, et de chercher, en lisant parfois entre les lignes, parce qu'il faut lire entre les lignes, à percer le mystère des personnages. Et pour cela, il faut essayer de les aimer, ces personnages, de les aimer tous les trois. Et je crois que à ce moment-là, on entre bien dans l'histoire. Mais même les personnages secondaires sont attachants. Étienne, c'est un très beau personnage, Étienne. Oui. Mais vous savez, on dit quelquefois que dans les films, le personnage secondaire et les seconds rôles sont des acteurs très importants. Pourquoi ils sont importants ? Parce que le personnage secondaire, il a une place réelle. Et c'est vrai que dans ce roman, les personnages secondaires sont importants. Étienne, c'est un très beau personnage, Étienne. Il est un peu en filigrane, mais quand même. Il a le sens du devoir jusqu'au bout. C'est un homme bien. C'est un homme bien, qui a des valeurs, qui a des principes. Et le mari de France, qu'on voit aussi, c'est un homme bien. C'est le médecin des pauvres. C'est quand même
intéressant d'avoir placé ces Oui, personnages-là. oui, parce qu'il quitte vite les obsèques parce qu'il a des malades à soigner. Parce qu'il a des malades à soigner. Oui. Et finalement, les trois personnages masculins, Étienne, Yves et Antoine, des trois, le plus falot, c'est Antoine. Antoine, bon, il pense beaucoup à lui, il est moins attachant. Finalement, bon, on n'est pas fâché quand Charlotte décide de le quitter. Hein, alors que ce qu'on sait d'Yves est extrêmement attachant. Et Étienne est un très très beau personnage de ces personnages d'ouvriers comme on en trouve dans des livres comme ceux de, je sais pas, de Louis Guillou, de gens comme ça, qui ont le sens du devoir, comme vous disiez, le sens du travail bien fait, mais aussi le sens de la famille. Oui, parce qu'il a essayé de rendre sa femme heureuse et ça n'a pas dû être facile pour lui. J'allais dire, ça n'a pas dû être facile d'être le mari d'Anna. Parce qu'Anna, c'est quand même un sacré personnage. Oui. De toute façon, je pense que si elle a survécu à tout ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle avait une personnalité très forte. Oui. Alors on a l'impression qu'elle ressemble à tous ces gens qui ont vécu des épisodes extrêmement difficiles et qui n'ont fait que, s'ils étaient déjà forts au départ, ces expériences douloureuses n'ont fait que leur donner plus de force. C'est l'histoire des déportés. Oui. On va revenir à un grand exemple, Simone Veil. Si on a survécu, c'est que... Simone Veil, son amie Marceline Loridan, voilà. Il y a de ces personnages-là dans le personnage d'Anna. Maurice Cyrulnik dirait que ce sont des personnages résilients. Mais c'est un coup de maître que d'avoir fait vivre cette femme, vraiment. Bon, mais je vous laisse la conclusion. Oui, alors, bon, je voudrais m'excuser un peu d'avoir fait une présentation qui a pu paraître un peu désordonnée. À bâton rompu, mais très bâton rompu, mais je ne voulais pas en dire trop. Je voulais vraiment surtout ne pas mettre trop l'accent sur la dernière partie, parce que c'est celle qui finalement donne toute son ampleur au livre, et celle qui nous fait revenir en arrière sur les autres personnages. Et c'est pour ça que j'ai insisté davantage sur Charlotte et sur France, pour laisser tout son mystère à Anna, ce mystère que les lecteurs découvriront dans la dernière partie, avec un style qui mérite vraiment l'attention. Oui, et on ne peut que conseiller aux personnes qui ne l'ont pas lu de lire ce livre, ou de le relire. Moi, j'avoue que je l'ai relu. Moi aussi, parce qu'on trouve des choses, l'analyse psychologique est très subtile. Parce qu'à la première lecture, on a envie de savoir. Donc on avance. Et puis après, on se dit, mais il faut que j'y revienne. Ce qui prouve que c'est un grand roman. Parce que les romans qu'on relit, en général, ce sont des romans qui apportent vraiment quelque chose. Voilà. Merci Françoise. Avec grand plaisir.